On part ce matin retrouver Valérie Astruc, notre correspondante à Bruxelles. L'Europe observe évidemment ce qui se passe ce matin au Proche-Orient avec la libération imminente des otages israéliens. Bonjour Valérie. Justement, quelle est la position des Européens ce matin face à cette journée décisive ? Eh bien, favorable, mais prudent. Évidemment, les Européens attendent la libération effective des otages ainsi que des prisonniers palestiniens. Position des Européens avec bien sûr des nuances, parce que sur la question palestinienne, eh bien, les 27 sont très divergents. L'Allemagne, historiquement alignée sur Israël, parle de développement encourageant, et à l'opposé, l'Espagne de Pedro Sánchez, premier pays à avoir reconnu l'État palestinien, eh bien, appelle à aider la population civile et se tourner vers l'avenir. Et puis Emmanuel Macron, tout comme la présidente de la Commission, se disent prêts, une fois les échanges d'otages et de prisonniers terminés, à acheminer l'aide humanitaire, à contribuer à la stabilisation et à la reconstruction de Gaza. Et dans un souci d'équilibre, Paris estime que le Hamas a perdu, mais rappelle que l'accélération de la colonisation de la Cisjordanie reste une menace existentielle pour l'État de Palestine. Valérie, aujourd'hui, les Israéliens remercient une seule personne, c'est Donald Trump. Est-ce que l'Europe peut avoir un rôle à jouer dans la suite du processus ? Eh bien d'abord, Emmanuel Macron, Giorgia Meloni et Pedro Sánchez sont aujourd'hui à Sharm el-Sheikh en Égypte pour le sommet pour la paix. Ils veulent évidemment participer aux discussions sur la deuxième phase qui sera évidemment très délicate, le désarmement du Hamas ainsi que le retrait d'Israël de la bande de Gaza. Mais sur le plan diplomatique, Emmanuel Macron, qui avait réussi à emmener plusieurs pays à reconnaître l'État palestinien, a peu de chances de jouer un rôle. Donald Trump et Israël n'ayant peu pas du tout l'intention de laisser trop de place à l'Europe et à la France. En revanche, l'Europe jouera un rôle crucial sur l'aide humanitaire. Dès demain, Bruxelles va réactiver sa force de surveillance à la frontière de l'Égypte et de la bande de Gaza afin justement de faciliter l'acheminement des convois humanitaires. Et puis dernière question, l'Europe va-t-elle donner suite aux sanctions envers Israël que la Commission avait proposées ? L'Europe est le principal bailleur de fonds d'Israël ainsi que son premier partenaire commercial, et il était question de remettre en cause l'accord de libre-échange avec Israël. Merci beaucoup Valérie Astruc depuis Bruxelles. Et on poursuit la discussion autour de cette libération d'otages qui est maintenant imminente avec nos deux invités. Bonjour Général Dominique Trinquant. Bonjour. Vous êtes ancien chef de la mission militaire française à l'ONU, spécialiste des questions internationales et auteur du livre D'un monde à l'autre aux éditions Robert Laffont. À vos côtés, Maor Chiche, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat, secrétaire général du collectif 7 octobre et je précise que vous êtes aussi conseiller de Paris. Une première réaction, cette libération maintenant, elle est imminente. On voit toujours ces images de Tel Aviv et de la place des otages. Quel est votre sentiment ce matin ? Alors, comme beaucoup, on a très peu dormi. On a regardé attentivement ces très belles images de la place de Tel Aviv, du Kikar des otages. Ça fait 2 ans qu'on attend ce moment. 2 ans qu'on attend que tous les otages rentrent chez eux. Et donc, il y a à la fois beaucoup d'émotions, beaucoup de joie, beaucoup d'espérance. Et en même temps, tant que les otages ne sont pas en Israël, on espère que rien ne déraille et qu'ils puissent vraiment tous rentrer chez eux. 48 otages, 20 qui seraient vivants. En tout cas, la liste de 20 otages vivants a été publiée ce matin par le Hamas et ils devraient retrouver leur famille. Vous avez eu des personnes ce matin qui sont sur place, qui sont sur cette place des otages à Tel Aviv ? Oui, j'ai eu le père de Omri Miran, qui est ce papa de plusieurs enfants et qui a été le seul de sa famille kidnappé par le Hamas. Et miraculeusement, sa famille a été épargnée. Et son père a fait un geste symbolique fort, il a gardé la barbe. Ça fait 2 ans qu'il garde la barbe jusqu'à ce que son fils rentre chez lui. Et donc, évidemment, hier, il nous a tous encouragés, tous remerciés, en disant que malgré la montée de l'antisémitisme, malgré la montée des haines, il faut croire et espérer. Général Trinquant, comment va se dérouler la libération des otages ? Eh bien, écoutez, suivant le processus précédent, c'est-à-dire que c'est la Croix-Rouge qui va recevoir les otages, simplement dans les termes qui ont été signifiés, il n'y aura pas les espèces de fêtes qui étaient montées par le Hamas à chaque fois. Là, c'est interdit. Ces cérémonies au cours desquelles les otages étaient... étaient présentés sur une scène, mise en scène, etc. Normalement, ça n'aura pas lieu. En revanche, ça va être remis à la Croix-Rouge. Et la Croix-Rouge, elle,
va les sortir de la zone dans laquelle ils sont pour les remettre aux autorités israéliennes qui immédiatement, bien sûr, vont les emmener vers des hôpitaux. Parce que vous imaginez, les 20 otages qui ont passé 2 ans dans des conditions épouvantables vont avoir, à mon avis, besoin d'être beaucoup entourés et beaucoup de soins. Et comment on explique le retard? Ça devait être entre 3h et 5h du matin, heure française. Là, ça prend du retard. Alors écoutez, il suffit de voir l'état dans lequel est la zone de Gaza pour comprendre que c'est compliqué. D'abord, tous ne sont pas entre les mains des Hamas. Certains sont entre les mains du djihad islamiste. Et donc, il faut les récupérer, les acheminer. Et donc, tout ceci prend un peu de temps dans une zone qui est totalement chamboulée. Et d'autant plus chamboulée que l'armée israélienne a commencé à se retirer. Donc, si vous voulez, on change d'état toutes les heures, j'allais dire. Il y a un moment où l'armée israélienne est occupée, et puis elle n'est plus là. Et donc, voilà, c'est un petit peu compliqué. Maintenant, comme l'on dit, on attend avec beaucoup d'espoir cette libération, mais c'est un phénomène compliqué à organiser. Est-ce que les familles vont pouvoir voir leurs proches assez rapidement, Maor Chiche, ou d'abord il faut vraiment les examiner, peut-être les débriefer, et ensuite ils pourront voir leurs proches? Il y a évidemment toujours d'abord un accès médical, mais pour certains otages, la présence de sa famille est un booster qui permet cette résilience. Et donc je pense par exemple à Ariel Quino, qui était en couple avec Arbel et qui a été séparé depuis 2 ans. Et évidemment, il y a une forte émotion à l'idée que ce couple séparé depuis 2 ans, dans des conditions atroces, puisque elle-même avait été otage, puisse se retrouver enfin. Donc, ça dépend vraiment du profil des otages. C'est les médecins qui décideront. Général Trinquant, il y a une contrepartie qui est la libération de prisonniers palestiniens. Est-ce que ça va se faire dans la journée également ou il faudra attendre un petit peu? Alors normalement, ça doit démarrer dès que les otages ont été libérés. Il faut simplement rappeler que c'est la phase 1. Alors on parlera peut-être de Sharm el-Sheikh après. Bien sûr. Mais la phase 1, c'est quoi? C'est un cessez-le-feu. Un cessez-le-feu, c'est pas la paix. C'est toujours la guerre. Simplement, on s'arrête. Et donc, dans les modalités... Ce qui a été respecté pour l'instant, depuis vendredi. Tout à fait. Qui est respecté. Ce que je veux dire, c'est que c'est autre chose que les trêves précédentes. Parce que les trêves voulaient dire que la guerre reprenait. Normalement, là, on devrait passer à une autre phase, qui sera la préparation de la paix, etc. Mais donc, ce cessez-le-feu, eh bien, les 2 conditions pour que ça réussisse, c'est que les armes se taisent. Pour l'instant, c'est le cas. Et deuxièmement, que les otages soient libérés. Et ensuite, que les prisonniers palestiniens soient libérés également. Mais le deuxième point succède bien sûr au premier. On va prendre la direction de Jérusalem où nous retrouvons Luc Lacroix. Vous êtes, Luc, auprès de la famille d'un des otages du 7 octobre. C'est Elkana Bobot. On imagine leur émotion et leur impatience, Luc. Oui, bonjour. Comme vous le voyez autour de moi, je suis chez les parents d'Elkana Bobot qui a été capturé lors du festival de musique de Nova. Et vous le voyez, l'ambiance ici est à la fête depuis très tôt ce matin. Sa famille, ses amis sont réunis ici pour célébrer son retour. Les parents, les frères d'Elkana Bobot ainsi que sa femme ne sont pas ici parce qu'ils se sont rendus sur la base militaire de Reim où ils doivent le retrouver une première fois. Il y aura aussi un premier examen médical et il ira ensuite dans un hôpital. Beaucoup de joie, vous le voyez, mais aussi de l'angoisse. Sa tante nous disait qu'elle se demandait dans quel état il serait après plus de 2 ans de captivité, mais elle nous disait aussi que mentalement il était très fort. Merci Luc Lacroix pour ces réactions en direct au domicile donc de l'un des 20 otages encore vivants qui seront libérés dans les minutes qui viennent. Les hélicoptères de la Croix-Rouge se sont envolés vers les points convenus pour retrouver les otages. Donc on devrait avoir ces informations vraiment dans les minutes qui viennent. On retourne sur cette place des otages. Maor Chiche, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion depuis 2 ans d'aller sur cette place, mais est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'elle représente aujourd'hui et depuis 2 ans pour les Israéliens? Cette place, c'est d'abord le lieu des premières manifestations contre le gouvernement Netanyahou et sa réforme judiciaire. Et dès l'attaque du 7 octobre, les familles ont commencé à se réunir sur cette place et
un formidable élan de solidarité s'est mis en place avec des réunions, des groupes de réflexion, des mobilisations tous les samedis soirs pour demander au gouvernement Netanyahou de tout faire pour parvenir à un accord avec le Hamas, pour libérer d'abord les otages. C'était le lieu de rassemblement de tous les démocrates, de toutes les familles, quel que soit finalement leur caractère politique, de droite, de gauche, religieux, laïque. Ils se retrouvaient tous à cette place pour témoigner, pour déposer des bougies, déposer des livres, acheter des t-shirts à l'effigie des otages, pour rendre visibles les otages, ce combat. Et aujourd'hui, cette joie, cette jeunesse montre à quel point la priorité de la société israélienne, c'était pas Gaza, c'était récupérer les otages et le maximum de vivants. Il y a cette émotion aujourd'hui, Général Trinquant, il y a aussi une partie diplomatique et on pense à l'après, et ça va se passer cet après-midi à Sharm el-Sheikh, en Égypte, ce sommet pour la paix. Oui, tout à fait, c'est le jour d'après, j'allais dire, c'est après la première phase, qu'est-ce qu'on fait ? Or, juste un petit mot sur comment on en est arrivé là. Oui. En fait, on voyait bien la pression de la société israélienne qui plaçait les otages en tête. Ce n'était pas du tout le sujet de M. Netanyahou. Le sujet de M. Netanyahou, c'était Gaza. Et il a fallu la pression de M. Trump, réalisant qu'Israël était totalement isolé. Je rappelle le vote des 142 pays qui voulaient absolument une solution pacifiée, et le fait que quand le Premier ministre, M. Netanyahou, a pris la parole aux Nations Unies, la salle s'est vidée. Et le président Trump a dit « Israël ne peut pas rester isolé ». Donc ça, c'est la première pression. La deuxième pression politique, c'est du Qatar et de la Turquie sur le Hamas, en leur disant « Maintenant, ça suffit, on a un accord », puisque c'était ce qui était préparé. Et donc, c'est cette double pression qui a amené au plan de paix de M. Trump. Mais aujourd'hui, ce plan de paix, on n'en voit que l'article 1er qui est appliqué, la libération des otages aujourd'hui. Et cet après-midi, Sharm el-Sheikh, c'est la suite. Et ça fait la suite, bien sûr, aux 142 votes aux Nations Unies, mais aussi à la réunion qu'il y a eu à Paris la semaine dernière, dans laquelle les pays arabes et les pays européens, paradoxalement, ni les Américains, ni les Israéliens, et se sont occupés du jour d'après. Et là, ça va être beaucoup plus compliqué, parce que le Hamas, sur lequel il y a eu pression, a dit « nous, on ne veut pas être désarmés ». Or, c'est une des raisons, enfin, une des causes majeures de l'application de l'accord après, c'est le désarmement du Hamas. Et puis, M. Netanyahou a dit « je ne veux pas entendre parler de Palestine ». Donc, on voit qu'on est assez loin du compte pour la suite de l'opération. Merci beaucoup. On va vous libérer, Maor Chiche. On apprend, selon plusieurs médias, que 7 otages auraient été remis à la Croix-Rouge. On entend la confirmation et on va continuer à suivre la situation.